Ah, enfin, que demande le peuple hein? Ah, le retour du roi Arthur, sire. Le retour du roi. Oui. Le roi, enfin le même qu'on connaît, quoi. Le roi Arthur. Ok, ouais. Oui, enfin, je veux dire que quand je dis que demande le peuple, c'est rhétorique, c'est rhétorique, quoi. C'est pas faux. C'est pas faux. Qu'est-ce qui est pas faux? Bah que le retour du roi Arthur, c'est rhétorique. Le retour du roi Arthur, c'est rhétorique. Oui, Mais oui, sire. Le retour du roi, il est roi que s'il revient. Du coup, c'est rhétorique. Parce qu'en attendant, c'est juste Arthur. Et le peuple attend son retour. oui, alors déjà m'appelez pas sire, hein, je suis pas roi, et c'est une discussion que vous avez déjà eue avec quelqu'un, ça, ou c'est que pour moi, juste pour situer un peu. Je l'ai déjà eu en l'imaginant. Ok, mais c'est ça en fait. Faut arrêter ça. Faut arrêter d'imaginer des trucs. Moi, quand je vous dis c'est rhétorique, bon, déjà je vous le dis pas à vous directement. Hein, c'est... Ah bah si, vous me parlez à moi, sire. Oui, enfin là, spécialement à vous non, mais c'est parce que vous êtes dans la pièce. Alors bon, je fais que ce que j'ai sous la main aussi, faut dire. Et puis, en fait, votre avis, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est ça. Hein. Hey, bienvenue sur la nouvelle vidéo de La Bobine sur Kaamelott V1. Comme d'habitude, on va vous faire deux parties, une no spoil et une spoil. Toujours pas l'inverse. C'est pas faux. Les 12 ans que je l'attends, c'était même pas long en plus, parce que du coup, je me suis tapé la série une paire de fois depuis, mais 12 Alors, ans. pour vous situer un peu et nous situer un peu, en gros, Mathieu est un gros fan de Kaamelott. Ouais, j'aime beaucoup Kaamelott, ouais. Ouais, qui l'a tout suivi, et même plusieurs fois, il a tout regardé, C'est de ça. A à Z. Et Erwan, pour le coup, connaît Kaamelott, mais t'as pas vraiment suivi, quoi. Non, j'adore ça. Ça, y a pas de souci là-dessus. J'ai pas mal regardé les épisodes qui passaient à la télé, mais sans suivre la continuité et connaître tout de A à Z comme Matt. Voilà. C'est tout. Bye. Salut à vous. Ok, donc rapidement, on va essayer de parler du film, un peu nos ressentis, sans même parler de l'histoire, quoi. Dans les grandes lignes, quoi, ce qu'on en a pensé. C'est ça. Ce que je disais à Mathieu, c'est que j'ai l'impression que sur cette critique en particulier, je pense que je vais être beaucoup moins dans l'analyse que d'habitude. D'habitude, on n'a qu'une seule vidéo de critique, mais calmez-vous. Mais C'est parce qu'on en a tourné plein, puis ouais, c'est ça. on en a perdu beaucoup aussi. Mais je pense que je vais être beaucoup moins dans l'analyse et plus beaucoup dans le ressenti et ce que j'en ai pensé subjectivement. Ouais, forcément. Et toi, du coup? C'est pas faux. Subjectivement, ça passe pas, quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite par donner une note. Ah ouais? Ouais. La petite note qu'on mettrait à Kaamelott volume 1. On fait pas ça à la fin? On n'avait pas fait ça au début? Je pense qu'on avait fait ça à la fin. Je pense qu'on avait fait ça au début. On est même plus sûr. Je lui mettrais un 9 sur 10. Ah ouais? Ouais. Putain, c'est vrai que c'est compliqué. Parce que c'est un film qui s'ancre bien dans un genre bien particulier. Donc le mettre en comparaison avec d'autres, c'est pas possible. Et du coup, c'est pour ça que je vais pas lui mettre une note comme un film que je pourrais comparer aux autres. Je vais plus lui mettre la note pour le film qu'il est. Je pense que je te rejoins sur le 9, ouais. Carrément. Ouais, 9. C'est vraiment excellent. Parce que 10, c'est le Graal. C'est le Graal, j'allais dire c'est le Saint Graal. Rapidement, hein, sans spoiler. Nous sommes dans le royaume de l'ogre. 10 ans après la passation de pouvoir du roi à Lancelot, qui du coup a chassé les chevaliers. Et continue à les chasser. Donc on y retrouve beaucoup de personnages qu'on connaît déjà. Et alors, c'est pas un spoil pour le coup, mais je pense que je peux en parler dans cette partie-là. S'il y a un truc qui m'a un peu dérangé dans le film, pour le coup, c'est justement ce côté-là où on essaye de te montrer énormément de personnages, tu vois. Il y a énormément de personnages que Astier a envie de remontrer. Et il en inclut d'autres en plus. Donc voilà, il y a peut-être cette partie-là du film, genre... Ok, tu trouves qu'en gros, il y a eu un petit côté forcing d'introduction de personnages? Pas forcément forcing, c'est juste qu'il y a beaucoup de personnages. C'est comme ça. Ouais. Kaamelott, il y a une chiétitude de personnages. Et j'ai eu peur que ça en devienne un peu lourd. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas la série, justement. Personnellement, ça va pas forcément te déranger. En fait, si ça avait duré plus longtemps, je pense que ça m'aurait un peu tapé sur le système. Mais en fait, c'était très bien dosé, quoi. Ouais, moi c'est genre 1/6 du film à peine au début, quoi. Enfin voilà, c'est bien dosé. Et, Ouais, question de dosage, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, voilà, je brasse de l'air, mais
Ouais, non, je trouve que ça a bien été fait. C'était pas lourd en fait. Non, voilà, c'est Et ça, en c'était fait, bien amené, quoi. Genre, après, je peux pas me positionner non plus comme quelqu'un qui ne connaît pas, parce que je connais quand même, je connaissais Lancelot, je connais. Voilà. Ouais. Je connais quand même quelques figures. Mais après, en fait, c'est bien amené. En fait, il y a un côté, sans qu'on te réexplique de trop qui est qui, en fait, la caractérisation des personnages, comme Perceval et Caradoc, on les connaît pas. Bon, si on les connaît, c'est pas chiant de les revoir parce que bah voilà, ils sont comme ils sont. Par contre, on les connaît pas, bah très vite dans la caractérisation, je vais y arriver. Voilà, on apprend très vite à les connaître, quoi, de par leur jeu, comment ils sont Ouais, écrits, voilà. quoi. Tu comprends vite que c'est deux glands gentils qui sont pleins d'intentions mais qui comprennent rien à rien. Alors forcément, le film est bourré de refs à la série Kaamelott, mais tout en s'inscrivant dans l'essence, le fait que ça soit un film à part entière. Hein, Ouais. il existe par lui-même. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'a pas forcément besoin de la série derrière. Ouais, non, mais je veux vraiment, dire, dans tout ce qui est le rythme, les tableaux. En fait, j'ai trouvé que la manière dont c'est découpé, c'est pas mal de tableaux. Et en fait, ça rappelle les tableaux des épisodes, mais sans que ça fasse épisode, parce que voilà, c'est ce que je dis, c'est que c'est quand même un film. Et les transitions sont belles, c'est fluide, ça passe bien. Après voilà, il y a les dialogues entre les personnages qui sont hyper reconnaissables, l'écriture d'Astier. La Je te didactique, laisse en parler. la didactique dans Kaamelott est hyper importante. Il y en a beaucoup qui essayent de la copier, qui n'y arrivent pas. Nous au début. Nous au début, on n'y arrive pas. Et j'ai eu peur aussi de ça, qu'il y ait beaucoup de private jokes avec les gros fans de la série, et finalement il y en a pas tant que ça, voire vraiment, il y en a pas du tout même, j'ai l'impression en fait. Des trucs comme on en a gros, c'est pas faux, des trucs comme ça, le gras c'est la vie, etc. C'est pas des trucs qu'on retrouve dans le film et ça manque pas justement. Je trouve ça bien qu'il n'y en ait pas foutu partout, quoi. Alors il y a des répliques qui vont devenir cultes du film, quoi. Ça c'est certain. On dira pas lesquelles dans cette partie, on y reviendra après. On parlera du coup de trompette. Ouais. Ah, il m'a fumé ce coup de trompette. Après, Alexandre Astier, quoi, le personnage, celui qui réalise, celui qui écrit, celui qui joue, celui qui compose la musique, Qui la musique dans le monte, film, elle est excellente. il fait un peu tout, il est multicasquette. Ouais. Qui monte aussi. Hein. Ouais. La musique, moi je l'ai trouvé vraiment bien, Ouais. folle. Enfin, ça marche de fou. La musique, c'est un personnage à part entière du film. De toute façon, c'est. Elle te prend, je trouve. Elle est au bon moment. Ouais. J'ai des trucs. J'ai relevé pas mal de trucs au niveau de la musique, mais ça, on en parlera après. Non, spoil. Mais ouais, il y a vraiment des moments où je me disais, si j'avais dû trouver la musique ou composer la musique, mais je sais que j'aurais eu envie de celle-là en fait, mais je sais pas si j'y serais arrivé, quoi. Parce que je trouve qu'elle est tellement parfaite au bon moment. Ouais, la musique prend une place importante dans le film. Ça, c'est indéniable, quoi. Et elle fait partie du rythme. Et le rythme, d'ailleurs, on peut en parler maintenant. Ouais. Le rythme est quand même soutenu, finalement. Il y a un bon rythme dans Kaamelott V1, où on retrouve justement ce jeu de ping-pong entre les personnages, où ils se balancent des répliques assez rapidement. Et en même temps, des fois, c'est plus posé. Donc c'est vrai que on va avoir un mélange. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait un mélange entre le livre 4 et le livre 6, tu vois, où justement le livre 6 est un peu plus posé, le 4 aussi, et les épisodes, enfin les livres précédents, où là c'était des formats très courts, alors c'était vraiment du tac au tac. C'est pas faux. Il y a vraiment. Enfin, voilà, moi j'ai adoré perso. Je suis sorti du ciné en me disant putain, j'ai pas envie d'attendre 12 ans pour avoir la suite, quoi, tu vois. Ouais. Mais visiblement, il aimerait les enchaîner. Après, il y a aussi, dans ce film, il y a aussi l'univers qui est très bien géré. Je trouve qu'il est très bien géré. Donc, comme je disais au tout début, c'est que je ne suis pas un connaisseur, mais je connais un minimum. Et en fait, il y a une belle corrélation, je trouve, entre les différents lieux, les différents endroits. En plus, on voyage pas mal quand même. On n'est pas que dans le royaume de l'ogre, sans en vous dire trop. Il y a des flashbacks où voilà, on est totalement ailleurs. Et je trouve ça vraiment sympa. Enfin, il y a vraiment un bel univers qui est créé. Là-dessus, c'est géré. C'est pas trop, ça fait pas faux. Je trouve que ça fait. On a vraiment un univers totalement crédible, je trouve. Je pense que maintenant, on est d'accord pour se dire qu'on peut passer à la partie spoil. Et ça part maintenant. Et du coup, spoil, c'est tout ce qui se passe à la campagne, non ? Agricole. Ouais. Alors, à partir de ce moment-là, on considère que vous avez vu le film ou que vous en foutez d'être spoilé. Ok, début du film où on cherche après Arthur Pendragon. On le retrouve très vite, hein. En vrai ça traîne pas trop, donc mais suffisamment, quoi.
Et c'est la première chose qu'on voit. Et c'est la première chose qu'on voit, c'est vrai, c'est Oui. le médaillon dogma. Ouais. On le retrouve assez vite quand même. C'est pas trop long, mais en même temps, c'est bien de pas le voir tout de suite. Oui. Je m'attendais pas à ce qu'ils vivent une vie d'esclave, quoi, tu vois, pendant 10 piges, genre. Ouais, il y a un peu ce côté, comment on appelle ça, un peu ce côté... Péremptoire. Il y a un peu ce côté rédemption. Le personnage est parti, est parti faire son pèlerinage, hein, comme des fois il y a avec les héros de ce temps-là, qui part s'isoler pour se recentrer sur lui-même ou se fuir. Ouais, ben je pense que c'est plus Beaucoup. se fuir en fait qu'une rédemption, parce que alors après, est-ce que tu recherches la rédemption, c'est autre chose, mais il n'y a pas ce côté où Arthur retourne au royaume de l'ogre pour récupérer l'épée, pour de nouveau être souverain, etc. Ça lui tombe dessus en fait. Ça lui donne encore ce côté qu'il avait dans la série déjà où il retire l'épée, il l'a pas choisi quoi. Ouais. Il est désigné Ouais, c'est un peu roi de Bretagne quoi, tu vois. C'est un peu la fatalité qui s'abat sur lui à chaque fois. C'est un peu comme si c'était son destin, quoi. Il y a une route et Ouais, il a voilà. beau essayer de fuir à chaque fois, et même pendant 10 ans. Ça le rattrape, ouais. Ouais, ça le rattrape, c'est ça. Ouais. Et je trouve que ça, c'est vraiment un truc. Quand t'as un héros et que que voilà, il doit arriver à un but. En fait, le procédé d'écriture, et je trouve ça excellent, quoi. Quand comme tu dis, tout s'abat sur lui. Et justement, en fait, c'est le fait de fuir, de faire ces actions-là qui vont l'amener pile à cet endroit-là où limite il ne voulait pas être. Ouais. Et au final, comme si en fait, il avait beau essayer de fuir la personne qu'il est, son but, son devoir, ben ça le rattrape toujours. Après, t'as le questionnement sur l'identité où justement ce personnage, à la fin, t'as cette bascule où plutôt que jusqu'au dernier moment et que ça lui arrive et qu'il se laisse emporter par les événements, bah, décide de reprendre en main son destin. Et il se dit, dans tous les cas, ça va arriver, j'ai été amené jusque-là, j'ai beau essayer de m'en aller, il y a un truc supérieur. Et ben ok, tu sais quoi, c'est moi qui vais le faire, c'est moi qui décide au dernier moment, sur la fin, quand j'ai bien pris conscience, quand j'ai encore continué à grandir intérieurement, c'est moi qui décide de passer à l'action, quoi. Ouais, alors il y a quand même eu un gros moment de doute, hein, parce que quand il y a le combat contre Lancelot, qui finalement fait un peu le capitaine du Titanic en mode je me laisse mourir avec Kaamelott. En regardant, checkant ses cicatrices, etc. Là, il y a quand même un rappel de vous me faites chier, quoi. Ouais. J'ai plus envie de tout ça, quoi. Et en fait, il est quand même rappelé par ça, par les dieux, en fait, hein, qui lui mettent un schlack sur Excalibur, là, qui devient bleu. Ça va falloir qu'on en parle aussi, quoi. Alors le personnage d'Arthur, j'en parlais de la caractérisation, moi, c'est l'un des trucs qui m'intéresse le plus dans l'écriture. J'ai adoré son épopée là dans ce film, de A à Z. Le mec qui fuit, puis tout doucement il est rattrapé par tout ça. Et j'ai adoré surtout les moments de doute. Bon, forcément les moments de rigolade, les moments épiques, ils étaient énormes, vraiment. En plus sa coupe de cheveux, elle est hyper badass. Ah, avec sa j'avoue, il est petite BG, beubare. hein. Il est beau Ouais. gosse, hein, il est beau gosse, le salaud. T'es beau gosse, monsieur Astier. Ce que j'ai adoré surtout, c'est les moments de doute. Il peut être ressenti à certains moments, dans certains dialogues, dans certaines actions, mais il est aussi vu, il est très palpable, je trouve, dans des moments un peu de dilettante. Donc c'est là aussi que le rythme des fois dans le film se pose un petit peu. C'est des moments où voilà, on va le voir, un gros plan sur lui en train de regarder, je sais pas, des fois un peu dans le vide, le paysage, enfin de totalement être dans le doute, le questionnement, de se dire mais qu'est-ce que je vais faire, enfin. Et je trouve qu'il y a vraiment, c'est là qu'il y a un aspect beaucoup plus sérieux qui est ramené dans un petit peu toute cette rigolade. Et tout ça doublé par toutes les scènes de flashback qui amènent encore plus à comprendre le personnage. Ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Déjà dans la série, je trouvais ça intéressant dans la dernière saison de revenir sur le passé d'Arthur quand il faisait ses classes. Quand tu connais bien la série, tu sais qu'il avait été à la Légion étrangère à Byzance quand il était gamin pendant plusieurs années. Et alors là, le fait de justement le montrer, j'ai trouvé ça très cool. J'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. Je sais pas, je me demande ce que t'en as pensé, vas-y. De ce passage-là, Ouais, de tous les flashbacks. tout du long, je me suis pas forcément dit que ça servait à grand chose, pour être honnête, tu vois. J'en doute. Mais en fait, juste le twist à la fin où il bute, je sais plus son nom, la reine à Byzance, quoi. Pour le coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que le roi Arthur, c'est le roi juste, quoi, tu vois. non-violent, C'est il aime pas l'esclavage, il abolit l'esclavage, il abolit
la torture, il fait pas d'exécution, etc. Et justement, ce twist-là arrive au moment où il est en jeu, où il tient en joue Lancelot, où il a juste à le buter clairement pour que ça s'arrête, parce que c'est son antagoniste, hein, Lancelot. Hein. Il est vraiment, c'est peut-être celui qui est le moins con dans tout Kaamelott avec Arthur justement. Mais ils sont complètement différents sur ça, dans le sens où Arthur, lui, il fait avec ce qu'il a. Hein, c'est pas, il est quasiment entouré que de débiles. Et voilà, la quête du Graal, il faut que ça se fasse avec eux et c'est comme ça. Donc il essaye bien de faire comme il peut. Là où Lancelot, lui, c'est l'inverse, quoi. Les débiles, il les bute et il garde que le haut du panier, quoi. Qu'est-ce que t'as pensé des costumes, Mathieu? Oh, les costumes, ils sont incroyables. Ouais. Les costumes, ils sont incroyables. Fou. Ils devaient pas être pratiques du tout, mais ils étaient incroyables. Le costume de Lancelot, là, ce côté L, là. Ouais. Et puis même, tout le long, du coup, j'ai essayé un petit peu de comprendre la symbolique, quoi. Du coup, les costumes qui, comme on disait tout à l'heure, aident encore plus à s'ancrer dans un univers bien précis, quoi. En plus des décors. Tu vois, il y a un épisode dans Kaamelott qui s'appelle La Poétique. Je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, en fait, dans la partie no spoil sur ça, où je disais justement qu'il y avait, que tu sentais qu'on voulait réintégrer plein de personnages, etc. Où Arthur parle avec Perceval et il parle de la poétique d'Aristote, où il dit justement que une histoire est composée d'un début, d'un milieu et d'une fin, quoi, tu vois. Et ça, je trouve que on le retrouve aussi dans ça, tu vois, c'est que je l'ai super bien, je l'ai adoré, mais j'ai quand même senti que c'était le premier des trois et qu'il avait besoin que ce film-là en particulier soit le début de sa trilogie. Alors c'est un peu con, hein, ce que je dis, hein, mais non, je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, je pense que les prochains seront encore mieux, ils vont glow up encore parce que justement le premier va servir aux autres. Pourquoi costume? Parce que c'est des habits. Je comprends pas. On les met en tant qu'habits. Oui, enfin on se costume parce que c'est pas nos habits à nous, quoi. C'est pour jouer un rôle. Ouais, mais ok, ça je vois. Mais quand dans le rôle qu'on fait, c'est un habit. C'est l'habit du rôle, oui. Alors à quel moment ça devient un costume? À quel moment ça m'appelle Bassir. À quel moment ça devient un costume? En fait, à la base, c'est un costume. De base, c'est le constat de base, c'est un costume. Mais alors quand on l'a vu sur le personnage, c'est plus de base vu qu'il est utilisé, c'est un habit. C'est l'habit du personnage. Oui, c'est l'habit du personnage. Et c'est pour ça de toute façon qu'on dit les habitants. La musique, le 76e personnage de Kaamelott. La musique est incroyable, enfin ça on l'a déjà dit. Il y a un truc que j'ai remarqué dans la musique, il y a beaucoup de moments où ça m'a fait penser à d'autres films. Quand ils étaient dans le désert au début du film, ça me faisait penser à Stargate, quoi. Et ouais, ça avait ce côté un peu... je sais pas, voilà, ça c'est mon explication. Ça avait ce côté-là, voilà, j'arriverai pas à mettre de mots là-dessus. Mais en fait, ouais, c'est ça, je pense que, et c'est pour ça que c'était aussi bien fait, et que je disais tout à l'heure par rapport à la musique qu'elle parlait autant. À chaque fois, il arrivait à trouver la musique qui collait parfaitement dans l'imaginaire de tout le monde, par rapport à cette image-là, par rapport à ce tableau, ce paysage. Ouais, c'est... La musique du désert, comme tu dis, c'est... Voilà, il y avait certains instruments, un certain rythme dans la musique qui faisait que il fallait que ça soit cette musique-là qui est la musique des flashbacks à Rome, la musique de l'entraînement, de l'enfance où c'est dur. La Byzance, pardon. Voilà, c'est une musique bien particulière qu'on va pouvoir retrouver, je sais pas, dans un film comme 300 au début quand tu vois qu'il s'entraîne. Elle participe au rythme, comme on a dit, parce que il y a des musiques épiques, il y a des musiques, comme j'ai dit, dans les moments un petit peu où il se retranche sur lui-même. Ouais, il y a des trucs juste au piano aussi. Il y a des trucs, il y a des musiques aussi sur, les petits côtés drôles qui viennent, qui ramènent ce petit côté léger, ce petit côté, je sais pas, ce petit comédie, côté, quoi. Comédie, blague. Blague. Non, mais qui viennent souligner les blagues, tu vois. Ça, ouais, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu des blagues dans le film, quoi, tu vois. C'est plus des situations qui sont drôles, c'est pas des blagues à proprement parler, quoi. D'ailleurs, ça, c'est intéressant que tu dis ça parce que ça me fait penser à une remarque que je me suis faite. C'est vrai qu'en allant voir le film, donc je me disais au moment que j'allais aller voir un film où, par exemple, au niveau du jeu des acteurs, ça allait se ressentir qu'ils jouent à la blague.
En fait, il joue le drôle, il joue. Et voilà, je me disais, voilà, c'est Kaamelott, ça peut être bien et tout. Et là, j'ai trouvé que encore plus que dans la série, dans ce film, les personnages, c'était vraiment parce qu'ils sont comme ça, quoi. Et il y a, je trouvais que c'était encore. Je sais pas, il a vraiment passé un cap encore plus que dans la série, quoi. La comédie, enfin, c'est ce qu'on dit à chaque fois, la comédie, c'est sérieux, quoi. Et pour le coup, là, c'est respecté à mort. Et enfin voilà, on ne fait pas un film pour que tu te marres, mais tu te marres quand même en regardant le film, même si c'est pas son but. Enfin, il y a tout un côté parce que comédie dramatique quand même en fait. Kaamelott V1, même déjà les 2 derniers livres, comédie dramatique, quoi. Il y a un truc que je me suis dit, je trouve qu'on partage l'enthousiasme en fait des acteurs, des personnages, parce que c'est pas comme dans un film américain avec DiCaprio, je sais pas, où tu vas ressentir que lui forcément il est là, c'est pour jouer la grosse tête du film, le gros personnage, le héros, et que même les autres acteurs à côté, je sais pas, tu le sens que même eux, voilà, même s'ils sont dans le jeu, tu sens qu'ils sont impressionnés par l'acteur, quoi, par le personnage, mais de la vraie vie, quoi, par la figure que c'est. Et là, je trouve qu'il y a vraiment un pied d'égalité dans tout le film. Tu sens la bonne ambiance de tournage. Tu sens que ça devait être vraiment une expérience humaine incroyable. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tu le ressens et ça se ressent dans le film. Ça se voit qu'il n'y a pas de star, en fait. C'était heureux de retrouver leur rôle, quoi. Ouais. Et au bout de 12 ans, 10 ans... Je suis heureux, mais alors heureux que ça soit arrivé. C'est enfin le premier... Qu'est-ce que tu checkes ? Une putain d'araignée. Enfin le premier baiser entre Kaamelott, mon dieu. Enfin le premier baiser entre Guenièvre et Arthur, quoi. Et puis en plus la scène où il grimpe sur le je sais pas si c'est un rosier ou quoi, qui fait écho à la première scène qui est un peu longue justement pour casser les couilles, où le mec essaye de grimper parce que c'est romantique, machin nana, et que finalement il y arrive pas, il tombe. Et ils sont tous découragés en mode allez, il faut y aller là, les Saxons vont venir, etc. Et elle fait, en fait, la scène de fin, qui est à la fin du film, fait écho à cette scène-là où justement là t'as pas réussi et c'était hyper ridicule. Et finalement là Arthur le fait alors que lui-même trouvait ça ridicule. Et je trouve que tu vois, en fait, maintenant que t'en parles, pile ce moment-là, ça pourrait être la bascule dans le film. Dans le film, la bascule dans le personnage d'Arthur. Ah ouais, en fait, là où, comme tu dis, avant, voilà, il se laisse aller par le destin. Il y a un mec qui veut aller embrasser, son ancienne femme, enfin celle qu'il avait aimée et tout ça. Il est prêt à celle qu'il avait aimée. Il n'a jamais aimé Guenièvre. Ouais, un truc compliqué entre leur histoire, mais voilà, il est prêt à le laisser aller. Il est là, passif. Il attend que ça se passe. Et là, en fait, à ce moment-là, il décide. Donc, cette scène est remplie de symbolique. Déjà, c'est le cliché du prince qui monte à la tour, mais on le ressent pas du tout comme un cliché. Mais voilà, il y a cette ascension, ascension du personnage, première symbolique. Il y a le fait que Arthur décide de prendre les devants. Avant, il était passif, là, il est actif dans cette action. Et là, voilà, il passe à l'action, il l'embrasse. Ouais. Et là, c'est un truc, c'est un engagement en fait, c'est un engagement qu'il prend. C'est le roi qui embrasse, la femme, du coup, qui serait la reine. Enfin, c'est rempli. Du coup, techniquement, et la reine, puisqu'il a été retiré Excalibur, donc légitimement, il est de nouveau roi, quoi. Mais il a déjà retiré Excalibur à ce moment-là ? Excalibur ? Non. Si, il va la retirer et ensuite ils vont en Calédonie chez Léo Dagan où il y a les Burgondes. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, bah oui, forcément. Donc légitimement, il est de nouveau roi, quoi. Et du coup, voilà, je trouve que cette scène est remplie de symbolique et ça marque, je pense que c'est l'un des premiers trucs qui marque la bascule dans le fait que lui décide de passer à l'action. On repart avec un Arthur qui embrasse Guenièvre, quoi. Ça, c'était moi j'ai trouvé ça cool parce que c'est inattendu à souhait. Mais moi, depuis le livre 4, j'attends un peu que ça, quoi, tu vois, que justement Arthur, s'ouvre les yeux et se rende compte que Guenièvre est là pour lui et qu'elle prend soin de lui et qu'elle l'aime profondément, vraiment comme il est, etc. Et ça, je trouve ça trop bien qu'il ait intégré ça dans le premier volet. Comme je pensais pas non plus qu'il allait retirer Excalibur dans le premier volet. Je pensais qu'il allait attendre le 2 ou le 3e film, tu vois, pour qu'il aille récupérer Excalibur. Et puis finalement, non, il le retire dans le premier volet, c'est trop bien, quoi, tu vois. Ah, c'est du génie. Là, j'étais en train d'écouter, et puis en même temps écouter à moitié, et puis de penser à tout ça. Non, mais au fait de reprendre une légende, et puis de la réadapter comme ça, voilà, ça fait un peu un résumé de tout, sans que ça résume rien de spécial, mais putain, Alexandre Astier, c'est vraiment du génie, je trouve.
Lancelot après, Lancelot lui, L'antagoniste principal. il est badass quoi. Ouais. Il est badass, il fait peur. Hein. Et Arthur l'épargne alors. Qu'est-ce qui va se passer? Il va revenir. Ouais, Et puis alors. C'est quoi ce foutu géant à la fin là Ouais. C'est quoi ça, Astier? Là, tu nous laisses là-dessus, nous, on veut savoir là. C'est dégueulasse. Non, ouais, je sais pas du tout ce que c'est. Alors, est-ce que c'est parce que il est de retour dans le château de la ruine du château de son père. Est-ce que c'est justement l'esprit de son père qui revient pour l'aider ou alors parce que quand il y a le combat d'épée, pareil, il y a un combat d'épée dans Kaamelott. Ça c'est la première fois qu'il y a un combat d'épée dans Kaamelott quoi. D'ailleurs combat d'épée, ok je pars dans tous les sens là, ça y est, je reviens sur la musique, ok, un petit rewind. Sur la musique, pendant le combat d'épée, la musique m'a fait penser à Star Wars, au combat de sabre laser Oui. des premiers épisodes de Star Wars. J'y ai pensé aussi. C'était genre vraiment... à mon avis, c'est pas anodin, hein, parce que Astier, c'est un grand fan de Star Wars aussi. Et puis Astier, est-ce qu'il fait les choses de manière anodine aussi? non, voilà, c'est ça. Il sait pas mal de ce qu'il fait, quoi. Et ouais, ça m'a fait vraiment penser à la bataille entre Luke et Vador, quoi. Tu vois, en mode, déjà, il y a vraiment un moment donné où il s'acharne 5-6 fois comme ça et Lancelot est juste en garde. C'est exactement ce que fait Luke sur Vador. Il aurait pu pousser le truc encore plus en coupant une main à Lancelot, quoi, tu vois. Mais bon, ça aurait peut-être été too much. Mais ouais, il y avait vraiment ce côté-là qui me faisait penser à Star Wars. Le fait aussi que le combat soit pas épique, quoi, tu vois. C'est un combat d'épée, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai que ça, j'y ai pensé parce qu'il y a un moment, en le regardant, puis du coup un peu après, je me suis dit, j'ai ressenti une légère déception parce que bah voilà, quand tu vois un combat avec des armes, voilà, on est tous habitués à ça, on a tous envie de voir que ça pète, que ça soit impressionnant, quoi. On n'a pas envie que ça. Et après, je me suis dit, bah non, en fait, c'est pas plus mal que ça soit comme ça. C'est des humains qui se battent à épée, quoi. Enfin, tu vois. Et c'est largement suffisant, quoi. Voilà. Donc, retour dans le passé pour finir ce que je disais tout à l'heure. Au moment de la bataille d'épée, il y a d'abord le premier éclair qui arrive sur Excalibur, Coup de foudre, qui du coup lui fait redonner ses pouvoirs, etc. Qui visiblement, enfin voilà, ça change de couleur. On n'en saura pas plus pour l'instant du pourquoi, du comment. Il y en a un deuxième d'éclair qui tombe et on sait pas ce que c'est ça. Ah, je croyais que t'avais une théorie dessus. Ben, est-ce que ce serait pas l'esprit du père de Lancelot qui vient et c'est pour ça qu'il y a un géant après ou quoi? C'est vraiment de la spéculation totale. J'en ai aucune idée. Ouais, le géant à la fin, là, c'est quoi ta théorie là-dessus? Non, à la limite, moi, tu vois, j'aurais plus vu ça comme, ouais, tu vois, une entité, un dieu ou une entité, tu vois, qui va venir en aide à Lancelot pour foutre le bordel dans les prochains, quoi, ouais, dans tous les cas, quelque chose de malsain, quoi. Ça annonce le retour de Lancelot, quoi. Par rapport à ce géant, là, je sais pas, c'est con ce que je vais dire, mais je sais pas, le fait qu'il sorte de la tour comme ça, ce côté, je sais pas, je trouve l'image. D'abord, ça fait de la fumée autour de la tour, ouais. Et ensuite ça sort, donc c'est pour ça, je me dis, il doit avoir un bail avec le père de Lancelot, quoi, tu vois, parce que pourquoi faire ça là-bas, pourquoi ça tournerait autour, et il me semble que ses yeux sont bleus aussi, un peu comme le flash qui tombait sur Kaamelott, donc c'est peut-être ça qui, tu vois, qui me fait dire ça, quoi. Il faut qu'on en parle, on l'a dit tout à l'heure. La trompette. La trompette. Le moment où le château se fait attaquer là, par les Burgondes. Par les Burgondes là, il y a les lance-pierres. C'est ça? Ouais, les trébuchets. Les catapultes. Les lance-pierres, c'est à la main. Quand le château commence à se faire attaquer, le garde qui lance le petit coup de trompette juste en dessous de ses bras, Alban le Noir qui fait son et qui s'en va. Ça m'a fait mourir de rire. Ouais, c'est vraiment ce genre de petits détails là qui me font, mais. Ouais, c'est pareil. Il y a quelques répliques qui vont clairement être cultes. Genre Dame Célie qui balance quand justement Léo Dagan s'approche des Burgondes et qui lui dit ça y est, le jardinage lui a fait complètement lui a bousillé le cerveau. Je sais plus comment elle dit ça, mais j'ai trouvé ça trop drôle, quoi. Enfin, et c'est des petits moments comme ça, justement, dans Kaamelott, qui viennent te ponctuer les trucs, comme ça, qui te redonnent le ton de la série, et c'est trop bien, quoi. Et je trouve ça excellent, les relations interpersonnages, ou leur façon d'exprimer leurs sentiments les uns pour les autres, en fait, c'est qu'ils le font pas, à part
ce moment, tu vois, comme tu disais, le baiser entre Guenièvre et Arthur qui est du coup fort et un peu inédit. Leur façon d'exprimer leur ressenti les uns envers les autres, bah c'est s'envoyer des fions. c'est voilà, Ouais. c'est que ça. Ouais, C'est regarde que ça et c'est les gamines de m'évanouir qui lui disent carrément mais pourquoi personne l'a jamais buté cette conne Je veux dire c'est rough quand même quoi. Ouais. Alors Arthur qui va retirer Excalibur qui arrive sans difficulté hein. Ouais, je m'attendais à avoir un petit moment de... Elle s'éteint, Tiens. Excalibur s'éteint et ça c'est quand même fort de sens tu vois. En mode ok t'es légitime pour retirer Excalibur parce que c'est toi. Et je pense qu'en fait il est pas vraiment légitime finalement Arthur de retirer l'épée tu vois. C'est juste que c'est comme ça. Il a été désigné. Ça lui est tombé dessus. Il n'y a pas le choix. Et il faut qu'il fasse avec. Il est légitime à partir du moment où il en comprend le sens et c'est là qu'elle peut s'allumer, tu vois. Ouais, Genre, et c'est pour ça. C'est lui qui est fait pour la retirer. C'est son rôle à lui. Mais s'il n'en a pas compris le sens, s'il n'en a pas la volonté, tu vois, qui est derrière, il n'y a pas tout qui est accompli. Oui, et je pense que c'est pour ça aussi que justement les dieux lui refont une piqûre de rappel quand il est en train de se battre contre Lancelot et que justement elle reprend encore plus de galons Excalibur et ben ça j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça vraiment cool qu'il la retire et qu'elle s'éteigne puis qu'il soit comme bah elle marche plus quoi, tu vois. C'était un peu drôle aussi quoi. Il y a des moments qui étaient un peu longs, tu vois. Mais dans le bon sens, je pense justement au mec qui grimpait sur le rosier, où justement c'était pour souligner le comique de la scène, et en plus qui est encore plus fort parce qu'elle renvoie à la scène d'après, mais voilà on en a parlé, mais il y a aussi quand ils vont délivrer Guenièvre, et que Arthur dit à Perceval défoncez la porte vous, et que ça dure je sais pas combien de fois, mais... Laissez faire. La réplique de Sting à la fin annonce que justement là voilà, tu vois, le 1 est fini où il servait justement à rebalancer, à remettre dans les rails un peu tout le monde et là le Graal. Alors est-ce qu'ils vont le trouver le Graal? La voix un petit peu du spectateur, c'est... On veut le Graal là, tu vois. Lui-même se met un coup de pression en fait pour le volume 2 et volume 3 quoi. Voilà, enfin on va arrêter là parce que je pense que sinon on peut en parler vraiment des heures. Très clairement, je pensais ne pas avoir grand chose à dire parce que je ne savais pas comment aborder les choses, bah là en fait... Là ça fait 1h15 qu'on tourne, donc on a plus de batterie en fait pour être honnête avec vous. Enfin qu'on espère que vous avez aimé ça, discuter avec nous, enfin vous allez discuter dans les commentaires avec nous, on va vous répondre si vous écrivez un truc. Pourquoi ils vont pouvoir faire des commentaires? Bah oui. Donc c'est une discussion à plusieurs. C'est une discussion à plusieurs, mais chacun à son tour et tout seul. Ouais, c'est pas faux. Voilà. Bon, on espère que ça vous a fait plaisir de nous retrouver. Nous, on va s'y remettre. Ouais, Tout doucement mais sûrement. On va pas attendre 12 ans avant de refaire une vidéo. Ça nous a fait plaisir de vous retrouver. Exactement. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher vos likes, vos partages, vos follow, vos virements bancaires, que sais-je. Vos meilleurs commentaires d'amour. Et dites-nous si ça vous a fait plaisir de nous retrouver aussi. Exactement. On vous laisse là-dessus. Ciao.